J'aime tout ce qui est tranquille et en repos. Et j'éprouve une aversion profonde pour tout ce qui est hâte et précipitation. Brisons-la, sans rancune, et poursuivons notre promenade. Un matin. Un matin, l'envie. Un matin, l'envie de faire une promenade. Un matin, l'envie me prenant de faire une promenade. Je quittais le cabinet de fantasmes. Un matin, l'envie me prenant de faire une promenade, je mis le chapeau sur la tête et en courant, quittai le cabinet de travail ou de fantasmagorie pour dévaler l'escalier et me précipiter dans la rue. Dans l'escalier, je fus croisé par une femme qui avait l'air d'une Espagnole, d'une Péruvienne ou d'une Créole et qui affichait quelque majesté pâle et fanée. Pour autant que je m'en souvienne, je me trouvais en débouchant dans la rue vaste et claire d'une humeur aventureuse et romantique qui m'emplit d'aise. Le monde matinal qui s'étalait devant moi me parut si beau que j'eus le sentiment de le voir pour la première fois. Tout ce que j'apercevais me donnait une agréable impression d'amabilité, de bonté et de jeunesse. J'oubliais bien vite qu'un moment encore auparavant, dans mon bureau, là-haut, je ruminais des pensées lugubres devant une feuille de papier vide. La tristesse, la souffrance et toutes les idées pénibles avaient comme disparu. Quoique je ressentisse encore vivement une certaine gravité, devant et derrière moi. J'éprouvais une curiosité joyeuse pour tout ce qui allait bien pouvoir se trouver sur ma route. Mes pas étaient mesurés et tranquilles. En allant mon chemin, je manifestais, pour autant que je sache, passablement de dignité. J'aime à dissimuler ce que je ressens aux yeux de mes semblables, sans pour autant m'y appliquer anxieusement, ce que je considérerais alors comme un défaut. Dans mon costume anglais jaune clair, un cadeau qu'on m'avait fait, il faut dire que je me prenais, comme souvent je l'avoue, pour un lord, un aristocrate, un marquis arpentant son parc, quoique je parcourusse seulement la route, qui traversait un endroit mi-ville, mi-campagne, simple, charmant, modeste, médiocre et misérable, et pas du tout un parc, comme je viens d'avoir l'audace de le laisser entendre, ce que je retire en douce, étant donné que tout aspect de parc est purement imaginaire, et n'a rien à faire ici. En travers de la route, qu'en elle-même je trouvais belle et j'aimais, un chien était couché. Du reste, la plupart des choses que peu à peu je voyais, je leur portais instantanément un ardent amour. Une deuxième jolie scène canine fut la suivante. Un grand animal de chien, mais drôle, inoffensif, plein d'humour, fixait tranquillement un petit garçon haut comme 3 pommes qui était assis sur le perron d'une maison et qui, à cause de l'attention que lui portait cet animal, certes bonasse, mais tout de même un peu effrayant, se lança dans des cris de peur enfantin. Je trouvais cette scène ravissante. Une autre scène enfantine dans ce petit théâtre quotidien ou ambulant me parut encore plus gentille et plus ravissante. Sur la chaussée, passablement poussiéreuse, 2 enfants étaient couchés comme s'ils avaient été dans un jardin. L'un des enfants dit à l'autre « Donne-moi un petit baiser ».
L'autre enfant obéit. Sur quoi, le premier lui dit « Bon, alors maintenant tu peux te relever. » Sans petit baiser, il est fort vraisemblable qu'il ne lui eût pas permis ce qu'il autorisait à présent. Comme cette scène naïve s'accorde avec le ciel bleu, dont le sourire déverse une beauté si divine sur la terre claire et joyeuse, m'écriai-je, avant de tenir le discours bref mais grave que voici. Les enfants sont célestes, parce qu'ils sont toujours comme dans une sorte de ciel. Quand ils grandissent, le ciel se dérobe à eux et ils se retrouvent alors comme s'ils étaient tombés de l'enfance pour atterrir dans la condition sèche, fastidieuse et calculatrice des adultes et dans leurs idées utilitaires et extrêmement convenables. Pour les enfants des pauvres, la route en été, c'est comme une salle de jeu. Où voudrait-on qu'ils soient sinon, puisque les jardins leur sont égoïstement fermés? Malheur aux automobiles, qui foncent froidement et méchamment dans ces jeux d'enfance, dans ce ciel de l'enfance, et mettent de petits êtres innocents en danger d'être écrasés. L'idée effroyable qu'un enfant soit effectivement renversé par l'un de ces mastodontes de chars triomphaux, je la rejette bien loin de moi, sinon la colère m'amènerait à proférer des expressions grossières, et l'on sait bien que ça n'avance pas à grand-chose. C'est une bonne chose, et qui tombe à merveille que vous passiez nous voir en personne, car nous nous apprêtions précisément à vous adresser un courrier pour vous aviser de la nouvelle, à coup sûr excellente, que vous apprendrez à présent de ma bouche, et qui concerne l'opération par laquelle, sur les instructions d'une société ou association de femmes bonnes et charitables qui vous veulent manifestement du bien, la somme de 1000 francs vous est non point débité, mais bien au contraire, ce qui ne saurait manquer de vous être sensiblement plus agréable, crédité en bonne et due forme, opération dont vous voudrez bien prendre rapidement bonne note dans votre tête, ou dans tout autre endroit qui vous conviendra. On peut penser que vous accueillerez favorablement l'annonce de cette nouvelle, car, à vous parler franchement, vous nous faites une impression qui nous dit, avec une netteté que nous voudrions vous demander la permission de qualifier de déjà trop grande, qu'il serait bien possible que vous ayez le plus grand besoin d'une délicate sollicitude. Cet argent est à votre disposition, hein, à compter d'aujourd'hui. Sur vos traits se répand en cet instant une joie d'une notable intensité. Vos yeux luisent. Votre bouche, avec laquelle peut-être vous n'aviez plus ri depuis déjà longtemps parce que ça vous était interdit par des soucis pressants et quotidiens, et donc par une humeur morose et toutes sortes de pensées lugubres, a maintenant quelque chose de nettement souriant. Votre front, jusque-là si sombre, a l'air tout à fait serein. Mais oui, mais vous pouvez bien vous réjouir et vous frotter les mains de ce que quelques nobles bienfaitrices au grand cœur, animées par l'idée sublime qu'il est beau d'atténuer la détresse et d'endiguer la souffrance, aient voulu qu'il soit venu en aide à un pauvre écrivain boudé par le succès. Qu'il se soit trouvé des gens pour consentir à se souvenir de vous, voilà qu'il mérite que l'on vous félicite. Cette somme d'argent que m'offrent avec une bonté inopinée ces mains de femme, pour un peu j'allais dire ces mains de fée, je vais la laisser tranquillement chez vous, où je suis certain qu'elle est le plus en sécurité, puisque vous disposez de coffres à l'épreuve du feu et des voleurs,
où les trésors me paraissent être soigneusement mis à l'abri de toute destruction et de toute espèce de détérioration. De surcroît, vous versez bien des intérêts, n'est-ce pas? J'imagine que j'ai toute liberté de retirer de cette grosse somme, de petites sommes à ma convenance, aussi souvent que je le souhaiterais. Étant économe, je saurais user de ce don comme un homme sérieux qui sait où il va. À ces aimables donatrices, j'aurai à adresser les remerciements qui s'imposent dans une lettre bien tournée et bien sentie, ce qui sera fait dès demain matin, pour que je n'oublie pas en remettant à plus tard. Ce que nous comprenons et aimons nous comprend et nous aime aussi. Je fus envahi par la pensée que voici. Que serions-nous, nous autres hommes, s'il n'y avait pas la bonne et fidèle terre? Qu'aurions-nous si cela nous manquait? Où voudrait-on que je sois si je n'avais le droit d'être ici? C'est ici que j'ai tout. Ailleurs, je n'aurais rien. Un bruissement haut et léger se faisait entendre depuis l'extrême cime des sapins. Il est sûr qu'ici l'amour et les baisers seraient d'une beauté divine. Les simples pas sur le sol devenaient un plaisir. Dans l'âme sensitive, le calme allumait des prières. Être enterré là, discrètement, dans la terre fraîche du bois, ce serait sûrement doux. Si seulement on pouvait dans la mort sentir encore la mort et en jouir. Avoir une tombe dans les bois, ce serait sûrement beau. Peut-être que j'entendrais au-dessus de moi les chants des oiseaux et le bruissement des feuilles. Voilà ce que je me souhaiterais. Magnifique! Une coulée de soleil tomba dans le bois entre les troncs de chêne et le bois m'apparut comme une douce tombe verte. Bientôt, toutefois, je ressortis dans la vie, à l'air libre et dans la clarté. Je trouve magnifique que de temps à autre, deux personnes qui ne se connaissent pas par ailleurs devisent librement et en toute confiance. N'avons-nous pas, nous autres, habitants de cet astre errant qui reste pour nous une énigme, n'avons-nous pas en somme pour cela une bouche et une langue et une faculté de langage qui en elle-même déjà est d'une beauté unique? Un peu plus tard, je passai devant un atelier de cordonnier qui me fit songer au malheureux poète Lenz. Ayant sombré dans la folie et le désespoir, il apprit à faire des chaussures et il en fit. Au passage, je plongeai le regard dans une accueillante salle de classe où la sévère institutrice était en train d'interroger et de donner des ordres d'une voix forte. Ce qui m'amène à noter que le promeneur eut aussitôt le vif désir de redevenir un enfant et un écolier indocile, de retourner à l'école et, pour n'avoir pas été sage, d'avoir le droit de recevoir en punition une volée de coups bien mérités. Puisque nous parlons de se faire rosser, remarquons incidemment que nous sommes d'avis qu'un paysan qui n'hésite pas à abattre l'ornement de sa campagne, le fleuron de sa propriété, à savoir son grand et vieux noyer, pour y gagner une somme d'argent stupide et vile, mérite d'être proprement rossé. Près d'une belle ferme, avec un gros et splendide noyer, je m'écriai en effet d'une voix claire:
ce grand arbre majestueux qui protège et embellit la maison si merveilleusement, qui l'entortille et l'enrobe dans une gaieté si grave et si douillette, dans une intimité si familière. Un tel arbre est comme une divinité, et ce sont 1000 coups de fouet que mérite le propriétaire sans cœur qui ose faire disparaître toute cette splendeur de feuilles verdoyantes et fraîches, simplement pour étancher sa soif d'argent, ce qu'il y a de plus vil sur terre. Les abrutis de ce genre, on devrait les exclure de la communauté. Ceux qui violent ainsi et démantèlent la beauté, allez hop, en Sibérie, en terre de feu. Bon. Peut-être qu'à propos de cet arbre, de la cupidité du paysan, de la déportation en Sibérie et des coups qu'il semble mériter parce qu'il abat son arbre, je suis allé un peu trop loin. Et je dois avouer que je me suis laissé aller à la colère. Toutefois, les amis des Beaux-Arts comprendront ma mauvaise humeur et approuveront que j'ai exprimé ma contrariété avec vivacité. Si l'on y tient, je retire les 1000 coups de fouet. Le terme grossier d'abruti, je refuse moi-même d'y applaudir. Je me vois contraint de le désapprouver et de vous prier de m'en excuser. Je n'avais nullement besoin de dire propriétaire sans cœur. À mon avis, il s'agit là d'emportements cérébraux qu'on devrait absolument éviter. Il est néanmoins évident que la douleur causée par l'abattage d'un bel arbre, je la maintiens. Et ça, c'est sûr que ça me fait faire grisouille et personne ne m'en empêchera. Exclure de la communauté, c'était une parole imprudente. Mais quant à la cupidité que j'ai qualifiée de vile, j'admets qu'en la matière, une fois ou l'autre, j'ai moi-même gravement failli, fauté et péché, et que certaines mesquineries et bassesses ne me sont pas non plus demeurées étrangères. Oh, je fais là une politique de poltron, telle qu'on ne saurait nulle part en voir de plus belle. Considérant la terre, l'air et le ciel, je fus saisi de l'idée morose, irrésistible, qui me contraignit à me dire qu'entre ciel et terre, j'étais un pauvre prisonnier, que tous nous étions lamentablement enfermés de la sorte, que pour nous tous il n'y avait nulle part un chemin menant dans l'autre monde, si ce n'est ce chemin unique qui nous conduit à descendre dans le trou sombre, dans le sol, dans la tombe. Ainsi, nécessairement, la vie si riche, toutes les belles couleurs claires, la joie de vivre et tout ce qui a une importance humaine, l'amitié, la famille et la femme qu'on aime, l'air délicat, tout plein de pensées joyeuses et ravissantes, les routes douces, les maisons paternelles et maternelles, la lune et le haut soleil et les yeux et les cœurs des hommes disparaîtront un jour et mourront. Tandis qu'en secret, je demandais pardon aux hommes, que je restais couché à méditer. La jeune fille toute fraîche me revint à l'esprit avec sa jolie bouche d'enfant et ses joues si charmantes. Je me représentais très vivement la façon dont la présence de son corps dans sa mélodieuse douceur me ravissait
Mais comment voilà peu de temps lui ayant demandé si elle croyait que je lui fusse sincèrement attaché. Je l'avais vue, baissant ses beaux yeux d'un air de doute et d'incrédulité et me disant non. Des circonstances l'encouragèrent à partir en voyage, et du coup elle disparut pour moi. Cependant, j'aurais sans doute pu la convaincre que j'avais envers elle les meilleures intentions. Il eût été très simple et certainement parfaitement bien de lui avouer franchement « Je vous aime. Tout ce qui vous concerne m'importe autant que ce qui me concerne. Pour toutes sortes de belles et tendres raisons, je tiens à vous rendre heureuse. » Comme je n'avais pas fait d'autre effort, elle était partie. Ai-je cueilli des fleurs pour les déposer sur mon malheur, me demandai-je, et le bouquet tomba de ma main. Je m'étais levé pour rentrer chez moi parce qu'il était déjà tard et tout était sombre. Personne ne devrait aller au concert, ni à une représentation théâtrale, ni à quelque autre distraction tant qu'il existe de par le monde des pénitenciers pleins de malheureux prisonniers. Ce serait bien sûr aller trop loin, car si pour jouir de la vie on devait attendre de ne plus rencontrer ni pauvreté ni malheur, il faudrait attendre jusqu'à la fin des jours, qui est impossible à imaginer, et jusqu'à la fin du monde, grise, déserte et glacée, et d'ici là, il est probable qu'on aurait perdu toute espèce de joie de vivre.